Marcel Proust a un jour eu cette idée folle d'associer à une madeleine cette agréable sensation physique faisant ressurgir en nous un souvenir émouvant. Aujourd'hui plus que jamais, cette madeleine a pris des proportions sociales immenses, à tel point qu'il a fallu lui trouver un nouveau nom, le rétro. Contraction de l'adjectif rétrospectif, cela désigne tout ce qui renvoie au passé, que ce soit des coutumes vestimentaires, des pratiques esthétiques, voire parfois des outils technologiques comme dans l'informatique ou la mécanique. Récemment, la définition du rétro a cessé d'être généraliste pour se concentrer sur ce qui, paradoxalement, est plus proche de nous dans le temps. Pas de bal costumé à thématique victorienne ou de reconstitution de la guerre de sécession. Le rétro ne renvoie plus qu'aux décennies de la seconde moitié du XXe siècle, des années 1950 aux années 1990. Et tout de suite, il y a un problème. Mis à part le fait que dorénavant un terme aussi large va se retrouver cantonné à une maigre période de notre histoire, le rétro est devenu, à l'image du statut indétrônable de nanar qu'on attribue à Flash Gordon, un marqueur social de supériorité. Tout comme la musique punk est venue casser l'image commerciale, abrutissante et impersonnelle du disco, le rétro est un moyen qu'ont trouvé les gens d'aujourd'hui, vieux comme jeunes, de se construire une identité et des goûts qui vont à contre-courant de ceux de leurs contemporains. Une sorte d'attitude contestataire qui implique que le monde tourne en rond et que le propre des autres décennies est de présenter une plus grande diversité et une plus grande qualité créative. C'est de là que vient le fameux « c'était mieux avant ». Le rétro est un moyen de se vanter de ne pas mordre à l'hameçon des grandes entreprises qui industrialiseraient chaque secteur dans lequel elles opèrent. On retrouve une tendance similaire dans la scission entre les jeux hardcore et les jeux casus dans la communauté des gamers, le snobisme de la marginalité. Certes, être fier d'être différent dans un monde où l'uniformité nous guette à chaque tendance est défendable, mais est-il pertinent de définir les pratiques du rétro comme une norme de qualité ? Certains d'entre vous ont déjà dû le remarquer, si un musicien glisse dans son morceau de rap des sons de synthétiseur ou un sample funk, il se voit tout de suite élevé au-dessus d'absolument tous les autres compositeurs de sa génération jusqu'à permettre qu'on taxe de moutons tous ceux qui ne font pas comme lui. Reprocher à quelqu'un d'être différent sous prétexte qu'il refuse de se plier à une nouvelle mouvance. Étrange, d'autant plus que les pratiques du rétro semblent être un ensemble fixe de codes obligatoires pour quiconque veut affirmer sa singularité. Cela revient principalement à imiter avec la plus grande fidélité le résultat obtenu par l'utilisation d'outils ayant servi dans une période de temps précise. Des musiques au synthétiseur, des jeux vidéo en pixel art, mais aussi et surtout des films avec des effets pellicules sales et grains argentiques. Et c'est là que se trouve la contradiction majeure de la mode du rétro. Utiliser des outils moins précis pour faire de meilleures œuvres. Mais qu'en est-il de ceux qui ont souffert de l'imprécision de ces mêmes outils au point qu'ils étaient frustrés du résultat ? James Cameron devait enrager de devoir animer une figurine articulée de son Terminator à la main, en image par image, pour que le robot tueur se meuve sans besoin des épaules larges d'Arnold Schwarzenegger. Tout comme Steven Spielberg aurait été dépité de devoir utiliser la même technique pour insuffler la vie aux dinosaures de Jurassic Park. Et que dire de nous, cinéastes français qui avons créé le premier film entièrement tourné en caméra numérique de l'histoire du cinéma, lassés de devoir se contenter de la pellicule fragile et chère à traiter de nos frères Lumière. Objectivement parlant, les nouveaux outils de création sont plus efficaces et moins coûteux à l'utilisation. Il ne serait pas non plus honnête de dire que les tics visuels et sonores d'un film à l'ancienne le rendent plus agréable à regarder ou même plus immersif. Le grain de bobine argentique, les cheveux sur l'image ou la saturation du son sont des limitations techniques propres au cinéma, comme les gros pixels et les sprites 2D sont celles du jeu vidéo. Ces défauts, car c'est ce qu'ils sont, n'existent pas dans la perception sensorielle humaine. Nous les connaissons par habitude. Ils en deviennent agréables par association à des souvenirs, par valeur affective. Et je serais prêt à parier que si Proust ne voulait pas qu'on ajoute du chocolat sur sa madeleine, ça n'est pas parce qu'il détestait le chocolat, c'est parce qu'il aimait la madeleine. Si Cinéo est en pixel art, c'est par envie de proposer une ambiance différente, pas pour forcer les plateformes vidéo à retirer l'option Full HD de leur lecteur. On peut aimer le passé, mais on ne doit pas détester l'avenir. C'est à cette condition que chaque œuvre peut rester intemporelle.